Ce cycle qui va continuer donc deuxième trimestre, vous allez le découvrir dans quelques semaines. Donc pour cette dernière rencontre de ce trimestre, donc on a intitulé Varsovie en guerre ou en bande dessinée, donc 3 ouvrages, on parlera aussi de d'autres ouvrages, en présence donc de nombreux auteurs de CBD. Donc merci tout d'abord à Jean-Yves Potel, qui est historien, politologue, qui va animer cette rencontre, et surtout Jean-Yves Potel est un grand connaisseur de Varsovie. On a eu la chance de visiter Varsovie plusieurs fois avec Jean-Yves de la part du mémorial. Donc merci donc d'animer cette rencontre. Et Didier, si vous voulez dans quelques minutes, voilà, donc merci à tous. Alors merci vraiment d'être venu par ce temps-là. C'est vrai que dans cette programmation, on a voulu, Livia et moi, faire en sorte que Varsovie soit présente, parce qu'il y a des nouveautés en bande dessinée qui touchent à ce sujet. En particulier, c'est paru il y a quelques jours, Varsovie de Didier Zuidi, et puis également le deuxième tome d'Irena qui va paraître, je crois, le 24 mars. Le 22 mars. Et donc il y a 2 nouveautés. Vous pourrez faire signer les albums tout à l'heure dans la librairie et rencontrer éventuellement les auteurs. Et pour moi, dans cette bande dessinée, dans cette exposition bande dessinée et Shoah, Varsovie, le ghetto de Varsovie est un des moments privilégiés, parce que sa représentation arrive très très tard. Vous verrez dans l'exposition, on a la première représentation dans la bande dessinée franco-belge dans l'après-guerre, c'est Partie de chasse de Bilal, et l'original est dans l'expo, c'est magnifique. Et puis je voulais aussi attirer l'attention sur le magnifique travail de Christophe Gawronkiewicz, j'espère que je prononce correctement son nom, qui est pour moi un des plus importants dessinateurs de bande dessinée polonais contemporains. Voilà. Et donc, je passe la parole à Jean-Yves Potel. Un petit détail, d'une part technique, donc vous avez des casques, donc ça serait donc une partie en polonais, une partie en français. Donc pour entendre le polonais, donc c'est le numéro, pour entendre le français, j'imagine la plupart parmi vous, donc c'est le canal 1. Voilà. Et je profite aussi pour remercier donc, nos partenaires de cet événement, qui est l'Institut polonais de Paris, et merci à Michal Grabowski qui est là avec nous et qui nous ont permis d'organiser cette soirée. Merci. Merci et bonjour, et merci d'être venu. Je crois effectivement que c'est une bonne idée de parler de Varsovie dans la bande dessinée. Je suis étonné que ce soit arrivé si tard, parce que, à l'inverse, s'il y a bien une ville symbole de la Shoah et de la lutte des Juifs contre leur extermination, c'est bien Varsovie. Tout le monde connaît l'insurrection du ghetto de Varsovie, au point que d'ailleurs on a même confondu cette insurrection avec toutes les autres insurrections dans la ville. Donc je crois que c'est un point important. Et nous allons, avant de donner la parole, on va analyser chaque album. Et je vais essayer aussi de nous faire réfléchir, pas simplement sur le récit historique qui est évoqué dans chaque album, mais également sur la qualité des dessins et des bandes dessinées, ou des romans graphiques, je ne sais pas comment on dit, qu'on nous présente aujourd'hui, parce que je pense que tous les trois, de styles assez différents, avec des intentions différentes, à l'évidence, ce sont 3 livres qui ont une très bonne tenue du point de vue du graphisme, qui sont intéressantes et qui sont inventifs. Et donc je crois que c'est important d'en parler, parce que c'est aussi une médiation, le dessin, qui est extrêmement important pour faire passer des idées, faire passer une mémoire, faire passer un récit. Et je crois que c'est très réussi dans ces 3 bandes dessinées. Alors nous allons avoir successivement, on va parler de chaque bande dessinée de façon chronologique. Donc on va commencer par la bande dessinée de Didier Zuidi, qui s'appelle Varsovie, Varsovie, qui nous raconte, j'y reviendrai tout de suite, qui évoque l'histoire des archives de Regenboom, mais pas que cela. Ensuite, nous passerons à l'histoire de Irena Senderova, avec le travail qui est représenté ici par Séverine Trefuel et David Evrard, qui se cache
sur un banc. Et enfin, le dernier album de Krzysztof Gawronkiewicz et de Marzena Sowa, à ma gauche, qui lui est un premier volume d'une histoire de l'insurrection de Varsovie de août 1944. Mais avant de passer à ces albums, puisqu'on parle d'images, j'aimerais simplement que chacun des dessinateurs, plus que des scénaristes, alors peut-être que vous parlez au nom du dessinateur, me disent, parce que c'est très important pour nous, historiens par exemple, l'image que l'on a des Juifs et du ghetto de Varsovie. Vous savez sans doute qu'il y a toute une discussion sur la représentation de ce ghetto, notamment la représentation que les nazis ont donnée de ce ghetto, avec des images qui sont les images utilisées partout sur ce ghetto. Et partout, il n'y a pas un film qui parle des Juifs pendant la guerre qui ne vous présente pas ces images faites par les nazis. Donc j'aimerais que chacun me dise quelle image ils ont, avant même qu'ils commencent, en une seconde, quelle image ils ont du ghetto. Alors moi, je vais essayer de parler pour David. Je pense déjà à un endroit où on n'a pas envie d'être. C'est ça la première chose qui me vient à l'esprit quand on parle de ghetto de Varsovie. C'est un endroit cloisonné avec des murs. Et qu'est-ce que vous voyez, l'image des zones insalubres, alors peut-être que je me trompe ou pas, mais des zones insalubres et une pauvreté et une misère des gens qui fait que forcément c'est un endroit qui met mal à l'aise. Et Didier? La première chose que je vois comme ça, là, sur l'image du ghetto, c'est la maladie. La maladie et la tristesse. En fait, c'est la dépression. En fait. Voilà. C'est une immense dépression avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de douleur. Voilà. Et Krzysztof? Je peux avoir les livres? Ja mam to szczęście, że mieszkam w Warszawie i chodzę niemalże codziennie po terenach byłego getta. I te wszystkie nie mogę sobie, widziałem tysiące razy dokumenty, których no, nie ustało się dużo, dokumentów filmowych, a to wyobrażenie jest tak potwornie wyobrażalne, że ciężko wyrazić je słowami. Co się mogło dziać? Odkrywamy nowe dokumenty cały czas, nowe dokumenty wypływają, nowe fakty, wychodzą nowe książki. Wizualnie nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, tym bardziej jak powtarzam, tych dokumentów ostało się bardzo mało. Są słynne filmy propagandowe nazistowskie, którymi przyznam się, że opierałem się na nich, szukając kadrów do komiksu o Powstaniu Warszawskim, gdzie też podejmujemy temat getta warszawskiego. Mais je crois que ce qui est intéressant dans les trois réponses, c'est que de toute façon, et on va y venir tout de suite, je crois que les trois bandes dessinées essayent d'éviter justement ces images de propagande que tout le monde connaît et essayent de trouver une représentation de ce ghetto, une évocation qui tient compte en fait de cette critique qui est faite de l'image elle-même. Et je crois que le premier album dont on va parler, qui s'appelle Varsovie, Varsovie, qui est dû à Didier Zouili, je dois dire que je l'ai lu, bon, comme tous les autres, je l'ai lu d'une traite, et je pense que c'est un album qui vous prend immédiatement et qui vous emmène immédiatement dans une ambiance, une atmosphère, celle qu'il a peut-être évoquée, dans lequel on ne trouve les personnages, comme l'intrigue est loin d'être constituée à partir disons de clichés, mais c'est au contraire des personnages qui sont assez complexes souvent. Il y a une articulation avec la question de la mémoire, puisque le prétexte du scénario, c'est une rescapée qui va dans un lycée, au lycée français de Varsovie, et qui raconte son histoire. Et en même temps, il y a dans cette histoire qui est racontée
une rigueur qui est réelle, puisque bon, l'auteur s'est visiblement inspiré beaucoup de tous les travaux qui ont été faits sur les archives de Ringelblum. Mais ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est le dessin. Et le dessin et sa couleur, et son côté un petit peu... vous voyez, vous avez il va vous en montrer, mais des pages entières, des panneaux, qui font qu'on est dans une ambiance qui est... Bon, ça devient immédiatement assez violent, assez oppressant, et avec différents niveaux de récit, qui fait qu'on est vraiment... je pense que c'est un document qui fait passer quelque chose. Donc peut-être que on va commencer par... Je vais vous poser une première question. Peut-être comment est-ce que... pourquoi vous avez pris ce sujet? Comment ce fil vous est venu, celui de la rescapée qui vient? En fait, la première réponse, j'aurais envie de dire je sais pas. Et après, la deuxième réponse, c'est des bribes. Ce sont des bribes de mon enfance. Mais en même temps, mes parents n'ont pas vécu, hein, puisqu'ils sont d'Afrique du Nord, ils n'ont pas vécu, donc c'est cauchemar, même si en Tunisie, ça commençait à sentir... Donc, mais oui, un exposé de classe. J'ai fait un exposé de classe quand j'avais 13 ans sur le livre de Treblinka. Ça, je me souviens. Et effectivement, quand j'ai replongé effectivement dans cette histoire, là, si je puis dire, voilà, c'est ça. Et après, il y a eu donc la rencontre avec Jim Kaliski. Jim Kaliski, il y a des très belles planches en ouverture d'exposition dans le show à bande dessinée, à côté des dessins de David Holler, qui est un dessinateur inclassable, remarquable, qui a dessiné plus de 500 planches sur la vie des Juifs de Belgique, toujours du même format, etc. Et j'étais ami avec sa sœur, Sarah Kaliski, et effectivement, voilà, ça a été un des points de départ, effectivement, et puis de mes lectures, en fait, donc les Juifs de Belgique, et puis je me suis mis à lire, et puis j'ai rencontré, effectivement, les travaux d'un monsieur que je ne connaissais pas, qui est un monsieur immense, je pense, qui s'appelle Emmanuel Ringelblum, et immense parce qu'il avait le choix, la possibilité de fuir. D'abord, il n'était même pas à Varsovie, lorsqu'il était historien, il avait fait une thèse sur l'histoire des Juifs de Pologne, depuis le Moyen-Âge jusqu'à 1800, et il n'était même pas en Pologne, à Varsovie, lorsque les Allemands, en 1939, ont envahi la Pologne. Et tout le monde lui a dit, tu es fou, tu es historien, tu es juif, ne retourne pas là-bas. Et lui, il a dit, seule place, c'est là-bas, parce qu'une semaine après, il a dit, l'invasion de la Pologne, il a dit, ils vont exterminer les Juifs et détruiront les preuves de leur crime. Donc, ma place est là-bas. Et ça, c'est vrai que c'est la rencontre avec donc ce monsieur, donc immense, Emmanuel Ringelblum, ce résistant. Voilà. D'ailleurs, ça a été le point de départ, d'ailleurs, puisque j'ai un an entre les lectures avant d'oser faire une bande dessinée. Et c'est la résistance dans toutes ses formes, c'est pas que la résistance armée. Ah, tout à fait. Alors, c'est pas la révolte, justement. La révolte est vient à la fin, ah, tout à fait. C'est pas la résistance armée, la résistance, c'est des héros de l'ombre résistants. Celui qui faisait des faux papiers était résistant. Celui qui soignait effectivement les malades était résistant. Les enfants qui traversaient le mur, pas que eux, hein, mais étaient des résistants. C'est vrai qu'ils étaient plus faciles pour se faufiler, etc. Donc toutes les personnes qui ont réussi à sauver des vies, à donner à manger, à soigner les maladies, effectivement à sauver des vies aussi, hein, sont des résistants. Et c'est ça en fait, moi, qui m'a le plus... Alors, c'était un vrai problème d'ailleurs, parce que quand on parle que de la résistance, j'essaie de ne parler que de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va nier, on ne va plus parler de Treblinka, là, qui était à 80 km. Donc ça, c'était un vrai problème que j'ai. Mais avant, ce problème, c'était que toutes les lectures que j'ai faites, elles m'ont tellement tétanisé que dessiner était une trahison pour moi. Donc j'ai mis un an avant d'accepter. Donc j'ai lu, j'ai écrit un scénario, non, j'ai une phrase de Rick Benlou, je disais oui, ça faut en parler, je disais une phrase de Pachter, je disais ça faut en parler, bon, etc. Bon, etc. Mais c'est vrai que j'avais du mal à passer de cette réalité. Alors la question d'ailleurs que je me poserais, c'était c'est quoi la réalité? Alors à quel moment la réalité vraie de ce qu'ils ont vécu, elle est là? Et puis après, alors ça veut dire que alors, le photographe qui photographie, il est témoin, déjà il est déjà le témoin, celui qui écrit sur la photo, il est déjà le témoin, celui qui fait un dessin. Voilà. Donc c'est vrai que moi j'avais un problème par rapport à ça, c'est que est-ce qu'on ne va pas trahir alors trahir quoi? La réalité, ce qu'ils ont vécu, qui est... Voilà, il n'y a qu'eux qui la connaissent.
pour moi, c'est certain. Mais il y a tout de même un élément de scénario qui est une histoire dans l'histoire, qui est l'histoire de cette petite fille qui est, disons que, sauvée de justesse par un garçon qui va d'ailleurs être tué, et cette petite fille qui est en fait la rescapée que l'on voit au début, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et cette petite fille, cette rescapée, va découvrir son histoire en lisant le journal du personnage qui l'a sauvé. Voilà. Alors, est-ce que ça, vous êtes appuyé sur un témoignage ou est-ce que c'est une histoire que vous avez inventée? Alors, en fait, des morceaux d'histoire retrouvés grâce... Alors, là, peu de gens connaissent, enfin, il y a des personnes qui connaissent Regal Bloom, mais lorsqu'on parle des bidons de l'enfer dans lesquels il y avait des milliers de documents, 27 000, tant pis, ah oui, ces bidons d'aller en fer cachés sous la terre avec ces boîtes de fer, ça évoque des choses. Voilà. Tu as un PowerPoint, non? Comment? Tu as un PowerPoint? J'ai un PDF, mais tu voudrais que je montre quelques images, c'est ça? Oui. Et voilà, donc effectivement, donc étant donné que c'est la résistance, donc c'est le travail de résistance de Regal Bloom donc, qui m'a permis de parler de ça, j'ai mis en lien, il y a des personnes qui ont retrouvé effectivement leur histoire. Par exemple, je pense aux manuscrits retrouvés. Il y a un livre qui a été écrit sur un manuscrit retrouvé, c'était en 50, je crois, on l'a retrouvé dans les décombres, effectivement. Donc il y a des personnes qui ont retrouvé leur histoire à travers des manuscrits, l'histoire de leurs parents, etc. Donc en fait, quelque part, je dirais que de toute façon, la réalité est au-delà de toute la fiction, toute fiction. Non, mais je peux vous dire que bon, j'ai lu énormément de choses sur le ghetto de Varsovie, et qui étaient dans les archives de Regal Bloom en particulier, et des journaux. Et effectivement, lorsqu'on lit votre bande dessinée, on n'a pas du tout l'impression que c'est faux, etc. Au contraire, même si c'est des bribes de témoignages réels qui sont condensés, il reste qu'on reconnaît ce que l'on sait déjà, ce qui existe, et ce qu'on peut savoir sur le ghetto. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi un livre documentaire qui apprend beaucoup de choses au lecteur. Vous pouvez montrer des images en même temps que vous parlez, parce que ça permettra aux gens de se rendre compte de la richesse du dessin. Oui. C'est vrai que j'aime bien, moi, dire... De toute façon, est au-delà de toute fiction, et que 90% des situations, je les ai... Alors, en fait, dans le disque mobile, il faut trouver un PDF, en fait. Dans le disque mobile, il y a un PDF. Continue, d'accord. Donc en fait, oui, donc si vous reconnaissez des choses que vous avez déjà lues, je pense que c'est normal. Non mais, enfin, je veux dire, c'est... Parce que oui, c'est en lisant, j'ai pris un passage là, puis d'ailleurs ça a été terrible parce qu'à la fin, il y avait 200 pages d'écriture, et puis après, il a fallu en faire 100, puis après, au final, il y a 120 pages, bon, donc il a fallu réduire, on ne peut pas parler de tout, quoi, mais... Non, mais ce que je crois, c'est que ce n'est pas si facile que ça. Enfin, je veux pas, disons, simplement faire l'éloge de votre travail, mais c'est pas si facile que ça de ne pas tomber dans les poncifs et les stéréotypes. Vous ne tombez pas dans les poncifs et les stéréotypes sur l'histoire du ghetto de Varsovie. Et il y en a beaucoup. Et justement, parce que vous maniez assez bien toute cette documentation que vous avez lue, vous mélangez des histoires réelles avec des histoires qui auraient pu avoir lieu de toute façon, qui fait que vous créez une ambiance et vous nous passez une image de ce ghetto et de cette histoire qui est, à mon avis, très proche de la réalité tout en étant une fiction. En fait, mon point de départ, justement, je ne voulais pas qu'il y ait des scènes qui se passent d'entraînement cash, je pourrais être incapable de le signer. Non, même, vous ne montrez même pas la liquidation du ghetto à la fin, vous montrez très peu de choses. Et en fait, pourquoi? Moi, j'ai voulu me montrer des êtres. Voilà, c'est ça, en fait. Mon point de départ, il a été des êtres. Et d'ailleurs, là, même si on ne voit pas trop, mais quasiment chaque visage, même du dernier personnage, effectivement, mais je vais peut-être... Ça, c'est une page justement sur Regal Bloom au moment du choix, d'ailleurs. Au moment du choix, il parle avec sa femme. Super génial. Et ben, voilà. Moi, ce qui était vraiment très important pour moi, et c'est pour ça d'ailleurs que d'abord j'avais commencé mon travail pendant 6 mois noir et blanc, et puis il manquait d'humanité. J'avais vraiment envie de redonner la vie, ce que je leur enlevais en racontant une histoire. Parce que ça reste une fiction d'histoire, je voulais rendre de l'humanité, et c'est la couleur d'ailleurs, et aussi donc peut-être, je suis parti des êtres humains,
Voilà, c'est cet hommage-là que j'ai voulu rendre à ces êtres humains-là qui a été mon point de départ. Donc après ce qu'ils vivent, les amants qui vivent. Bon, c'est vrai que j'ai fait relire aussi mon scénario par une historienne, Anne Greenberg, qui a relu mon scénario. Je n'ai pas trop dit de bêtises, j'étais très content. Mais voilà, ça c'était important quand même. Non, ça, c'est vrai. Du point de vue des... Il n'y a pas beaucoup d'erreurs, ou il n'y en a pas, j'en ai pas remarqué beaucoup. Pas vraiment d'ailleurs, même les noms polonais sont écrits correctement. Hein. Donc, et quand vous faites cette bande dessinée, bon, elle vient à peine de sortir, mais vous adressez, dans votre esprit, vous adressez à tous les publics, ou plutôt à un public jeune, ou est-ce que vous essayez de cibler particulièrement? Moi, quand je vois toutes les orales à la télé, je pense qu'à partir de 8 ans, ils peuvent la lire. Hein. Oui. Non, mais très de plaisanterie. Ça, c'est très... je pense que c'est chaque parent qui peut décider pour ses enfants. Je suis... pour les enfants. Par contre, après, pour les adultes, je ne sais pas. Mais peut-être 12-13 ans, quand même, à partir de 12-13 ans. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut lire. Hein. Ben moi, je la conseille beaucoup pour les adultes, hein, parce que je trouve qu'elle est... Bon, pour les enfants aussi, mais pour les adultes, elle est très dense et elle permet pour quelqu'un qui n'a pas eu le temps de lire toute une série de livres très approfondis sur le ghetto, vous y apprenez beaucoup de choses. Donc, et je trouve également que votre dessin, j'en ai dit déjà beaucoup de choses, mais est-ce que vous avez... bon, je ne sais pas, j'ai pas malheureusement lu d'autres bandes dessinées que vous avez faites, mais est-ce que la seconde. Hein. C'est la seconde, oui. Mais les autres sont l'autre est dans le même style, le même type de couleur, etc. Ou est-ce que c'est différent? Il y a beaucoup de couleurs, mais c'était en traditionnel. C'était la première fois, donc c'était en traditionnel, plutôt à gouache, aquarelle. Et c'était une histoire. Je racontais l'histoire d'un musicien juif, Youssef Hadjej, un délicieux monsieur. C'était une histoire plutôt joyeuse. Parce que là, vous avez justement beaucoup de couleurs et vous avez des dégradés, etc. C'est-à-dire que ce ne sont pas des aplats comme on va le voir tout à l'heure, mais c'est un côté, disons, pas réaliste, mais disons, qui fait qu'on est à la fois dans un cauchemar, dans un rêve, dans une bande dessinée, dans de l'imaginaire. Et il y a tout un monde qui rentre dedans. On est très pris par cette histoire. Tant mieux. Hein. Tant mieux. Bien, merci. On viendra tout à l'heure sur votre travail. Je pense qu'on aura l'occasion, soit par les questions, d'y revenir, mais on va rester dans le ghetto, mais plutôt dans la dernière phase du ghetto, avec le livre de David Évrard et de Séverine Trifouel qui s'appelle Irena. Et je rajoute Jean-David Morvan. Et Jean-David Morvan qui malheureusement n'a pas pu venir. C'est mon co-scénariste qui n'a pas pu venir, exactement. Donc, mettez-vous avec le micro. Je vais vous... Bon, c'est un. Il faut appuyer sur le. Bah, je crois, normalement, ça doit marcher. Oui, c'est moi qui dois m'approcher. Voilà. C'est un style très différent du précédent, mais qui nous raconte d'une autre manière une histoire qui est une histoire aussi très importante. Il nous raconte, on a d'ailleurs que la première partie de cette histoire, j'attends de voir la fin. Oui. C'est celle d'Irena Sandlerova. Irena Sandlerova, c'était une femme qui travaillait à la mairie de Varsovie et qui s'occupait des enfants et d'un service d'aide à l'enfance, et qui, dès le début de la guerre, a commencé à faire un travail spécial de sauvetage de l'enfance dans la ville de Varsovie, qui, comme vous le savez, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais dès 1939, était en grande partie avait été détruite par les bombardements, par la guerre. Beaucoup de gens avaient perdu leur logement, vous avez des réfugiés, vous avez des conditions de vie très difficiles dans toute la ville, du point de vue de l'approvisionnement, etc. Et c'est dans ce contexte-là que Irena Sandlerova commençait à faire son travail. Mais très vite, et dès que le ghetto a été constitué par les nazis, elle s'est concentrée sur l'aide à l'enfance dans le ghetto. Et elle va être une des grandes justes parmi les nations, honorée en Pologne par Yad Vashem, pour avoir sauvé des milliers d'enfants, elle et son réseau, parce qu'elle n'était pas toute seule, il y avait tout un réseau, et elle va sauver de très nombreux enfants avant la liquidation du ghetto, en les faisant transiter, les faisant sortir du ghetto, en les mettant dans des orphelinats ou dans des monastères, chez des particuliers. Et c'est une grande légende, un grand exemple, c'est une héroïne, disons, du sauvetage des Juifs en Pologne. Et donc, dans votre bande dessinée, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que, d'abord, à l'évidence,
votre travail s'adresse d'abord aux enfants, et donc vous avez choisi un dessin très stylé, disons comme un dessin d'enfant, c'est-à-dire que Irena est une dame avec un chapeau, les enfants sont pris avec, sont tous un peu, ils se ressemblent à peu près tous. Les dessins sont assez sont des caricatures souvent, et on a un récit qui tourne très vite et qui tourne avec dans un monde qui est un monde un peu qui est montré de façon assez enfantine. Et donc avant de vous poser d'autres questions, parce que je pense que sur le fond, il n'y a pas de problème dans ce truc. Je trouve que vous avez fait un très beau travail avec une bonne documentation, il n'y a pas de problème. En fait, je tiens à préciser qu'en plus, c'est une version de la vie d'Irena, parce qu'on avait trouvé avec Jean-David qu'on manquait de vrais éléments qui venaient d'elle, pour vraiment faire une vie que tracée sur elle. Elle a donné beaucoup d'entretiens. Elle a beaucoup donné d'entretiens, mais nous on a eu beaucoup de mal de trouver ses propres paroles. En fait, on a beaucoup trouvé d'interprétations d'auteurs, et on ne voulait pas non plus refaire ce qu'avaient fait les gens. Donc c'est pour ça qu'en fait ça a été quand même assez difficile, parce qu'on a manqué de vrais supports, parce que notre matière première c'était ses paroles à elle. D'accord, mais c'est vous qui avez fait le scénario avec votre collègue qui est absent. Surtout avec mon collègue qui est absent d'ailleurs. Et pouvez-vous nous dire plus en détail quelle a été votre démarche et aussi sur le choix du dessin? Pourquoi ce dessin? Alors peut-être que vous pourrez torturer votre dessinateur pour qu'il dise quelques mots. Je ne sais pas. Je vais vous parler déjà pourquoi on a voulu parler d'Irena Sendlerova. En fait, c'est parce qu'on est tombé sur un article sur internet sur elle qui résumait un petit peu sa vie, et le titre c'était « La femme qui a sauvé 2500 enfants du ghetto de Varsovie », ce qui est assez conséquent. Du coup, on s'est assez étonnés nous-mêmes, parce qu'on aime quand même assez l'histoire avec Jean-David, et on ne connaissait pas cette dame. Et on s'est dit, c'est quand même pas normal, parce que c'est pas anodin ce qu'elle a fait. Et à partir de là, on a tout de suite eu envie de parler d'elle. Voilà. C'est comme ça qu'est né le projet, en fait. C'est en voyant un article sur internet, vraiment par hasard, qui nous a parlé de cette dame-là. On s'est rendu compte en fait qu'on ne la connaissait pas plus que ça. Alors après, on n'est pas expert en histoire ou quoi que ce soit. Du coup, c'était qu'on ne la connaissait pas. Et donc on s'est dit, c'est pas normal, il faut parler. Et qu'est-ce que vous avez découvert en le faisant le scénario et en dessinant, en faisant ce... En fait, un courage incroyable. C'est ça qu'on a essayé de retranscrire en fait dans notre premier album. Oui. C'est de retracer, en fait, d'expliquer sa vie et d'expliquer voilà, le courage qu'on peut avoir, et aussi expliquer, parce que je crois que c'est ça qui, moi en tout cas, est ressorti quand j'ai lu ces livres, c'est qu'Irena finalement c'était une personne un peu comme vous et moi, et qu'à un moment en fait elle a pris le parti de sauver des enfants. Et je trouve qu'en fait c'est un exemple qu'il faut expliquer, qu'en fait on peut tous être un petit peu une Irena Sendlerova si on le souhaite. Je ne parle pas forcément d'une situation de guerre, mais je repense par exemple au problème des migrants, par exemple. En fait, de ne pas y être insensible à partir du moment où on ressent une difficulté chez les gens, en fait, d'essayer d'aider à sa façon. Bon, forcément, elle l'a fait d'une façon assez exemplaire et extraordinaire en mettant sa vie en jeu. Donc c'est pour ça qu'on avait envie d'en parler. Et aussi d'en parler de façon tout publique, et c'est pour ça qu'on a choisi donc le dessin de David Evra, pour essayer de toucher les plus jeunes en fait. Et de parler, et ça c'était un peu la difficulté qu'on a eue, de parler de la guerre et du ghetto de Varsovie aux enfants sans les traumatiser. C'est-à-dire que vous voulez vous adresser aux petits-enfants, enfin, exactement. À chaque fois, on me demande à partir de quel âge. Moi, je dis 10 ans. 10 ans. Voilà. Alors, sachant que je l'ai testé sur mon neveu qui avait 8 ans, c'est passé très bien, mais je pense qu'après, ça nécessite d'être accompagné, de les encourager, de les accompagner, en fait, et de leur expliquer le pourquoi du comment, parce que c'est vrai qu'ils ne maîtrisent pas tout, ils ne maîtrisaient pas le contexte. Donc, je pense qu'Irena est une bonne façon, en fait, de sensibiliser les plus jeunes à cette dure période qui était la Seconde Guerre mondiale. Alors, pour les images, le dessin, comment vous travaillez? C'est avec des photos? Pour l'écriture, ce qui est sûr, c'est que nous, on s'est fait une mise en condition avec des films et des documentaires. C'est ce que dit Jean-David tout le temps dans les histoires, c'est que pour parler d'une histoire, il faut s'intéresser à ce qui se passe avant, pendant et après. Donc du coup, moi personnellement, j'avais de grosses lacunes en plus, donc je me suis beaucoup documentée avec des documentaires, des films.
Je sais que le pianiste m'a mis en condition très souvent. Il y avait le pianiste qui tournait en fait. Le film de ouais. Polanski. Ouais. Moi, je trouve qu'il est très bien fait et qu'il donne, on va dire, une bonne mise en ambiance pour se mettre dans l'écriture, en tout cas, d'Irena. Sachant que je reprécise aussi que c'est plus Jean-David qui s'en est occupé. Moi, j'ai plus assisté en fait pour lui donner des... Ensuite, on a décidé d'en parler et puis de s'adresser aux plus jeunes. C'est un tout public, hein, mais en tout cas, on n'oublie pas les enfants. Le style de David, en fait, c'est tout de suite, ça a tout de suite été une sorte d'évidence parce que je dirais que David, sa force, c'est d'avoir un trait assez simple mais extrêmement efficace et qui peut passer de la tristesse en fait, à la joie très rapidement. Oui, merci. Alors voilà, on a les liens. Voilà, exactement. Et là, vous avez les premières images en fait de l'album où on découvre l'arrivée d'Irena dans le ghetto de Varsovie, sachant que donc Irena faisait partie du département d'aide sociale et que sa première mission en fait c'était d'apporter des vivres, des médicaments et des vêtements à la population. Et donc là en fait vous avez son arrivée dans le ghetto. Et là d'ailleurs c'est un très bon exemple et je suis contente qu'on puisse voir cette image-ci parce qu'on a pris parti, mais ce n'est qu'un pris parti, de penser que les enfants de l'époque pouvaient encore rêver. Donc du coup vous pouvez voir en fait sur les toits et sur les murs ce que imaginent les enfants à l'arrivée d'Irena. Donc comme à la base elle était comme une infirmière en fait, à chaque fois qu'elle venait c'était pris comme quelque chose de très positif. Oui, justement, ça c'est à propos, disons, des nuances qu'on peut instaurer sur la façon dont vous racontez cette histoire. Ouais. Vous racontez l'histoire d'une mère qui veut donner... Exactement, en fait... qui fait venir Irena pour lui expliquer qu'elle va mourir et qu'il faut qu'on prenne en charge. Exactement, parce que tout le premier tome, en fait, c'est une introduction, je pense, plus qu'à la vie d'Irena, ça pose la problématique de qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on décide d'agir dans un contexte de crise, et donc là, un contexte de crise extrême qui était la Seconde Guerre mondiale et le ghetto de Varsovie. En fait, c'est vraiment une volonté, et c'est pour ça qu'on s'adresse aux enfants et aussi aux adultes, de qu'est-ce qui nous pousse à un moment de se dire eh ben, je vais le faire. En fait, ça va me mettre en danger, ça va mettre en danger des personnes que je connais de mon entourage, mais je ne peux pas non plus rester sans rien faire et je vais agir. Donc en fait, c'est ce premier tome, il est vraiment basé sur cette problématique-là. Oui, donc là, on voit très bien dans la mère qui sait qu'elle va mourir, qui voilà, c'est ça. Et qui son enfant. Mais il va confier la vie de son enfant à Irena. D'ailleurs, au début, Irena, elle a peur en fait, elle est comme nous en fait, elle a peur et elle n'a pas envie de le faire, oui. Parce qu'elle se rend compte de la responsabilité que ça représente. Elle va être hésitante et c'est ce qu'on a fait en fait dans ce premier tome, c'est qu'à un moment elle va dire ben non, je peux pas mettre en danger mes amis, je peux pas me mettre en danger moi. Et puis pourquoi un enfant et pas des autres? Enfin voilà, pareil, pourquoi un et puis les autres, qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est pour ça qu'elle va être confrontée à ce choix-là. Au début, elle va vouloir refuser, puis finalement, il va se passer un élément déterminant dans l'album qui fait qu'elle va pas pouvoir, enfin, que c'était une évidence qu'il fallait le faire. En fait. Oui, alors là, vous montrez bien les hésitations, les contradictions du personnage. Ouais. Mais en fait, c'était surtout qu'on voulait la rendre humaine. En fait, on voulait la rendre comme accessible en fait au public, enfin, accessible, qu'on puisse s'identifier à elle et comme ça ne pas l'oublier. Voilà. Mais à la fin, si je me souviens bien, il y a quelques images où on voit des mères qui veulent donner leurs enfants Oui, parce qu'en fait, je pense qu'après, elle s'est fait rattraper par ses actions et que du coup, il y avait beaucoup de familles en fait, qui voulaient confier leurs enfants à Irena. Oui, mais je pense que dans la réalité historique, c'était plus compliqué. Je pense aussi. Parce que beaucoup de mères ne voulaient pas. Oui, j'imagine. Et justement, ce qu'explique très bien Irena Senderova, c'est la difficulté qu'elle avait à convaincre les parents de donner leurs enfants. Oui. Parce que, alors qu'ils étaient absolument persuadés qu'ils allaient mourir. Et ils ne voulaient pas abandonner leur enfant. Ce qu'on peut comprendre. Ce qu'on peut comprendre, mais c'est un point de contradiction qui est, disons, de notre comportement qui à mon avis, est important à souligner. Donc, dans cette façon de présenter le ghetto avec je ne sais pas ce qu'il y a dans la deuxième partie, mais... En fait, la deuxième partie, elle est plus basée sur les sauvetages des enfants et la période en fait où elle a été arrêtée. C'est-à-dire donc c'est à l'extérieur du ghetto. En fait, on jongle sur le côté très positif des libérations d'enfants et que ça se passe bien et on va dire ça donne beaucoup d'espoir. Et en même temps, on est ramené à la réalité qui est que finalement elle a quand même été arrêtée par la Gestapo. Là, elle se prend quand même une séance assez dure. En fait, il faut savoir qu'elle a été arrêtée au mois d'octobre 1943 et qu'elle y est restée 3 mois.
fait, elle a été brutalisée et martyrisée quasiment tous les jours. Elle a eu les jambes sectionnées, les chevilles aussi sectionnées. Elle a eu beaucoup de problèmes après pour marcher. Et donc ça a été pas une partie plaisir, mais elle n'a absolument jamais vendu en fait le groupe de résistants dont elle faisait partie et qui s'appelait Zégota. Elle n'a jamais en fait parlé de tout ça parce qu'elle savait qu'elle avait la responsabilité des identités en fait des enfants qu'elle avait sauvés. D'ailleurs, ça, vous le découvrirez plus, je pense, dans le tome 2 et dans le tome 3. En fait, elle est très connue parce qu'elle récupérait les identités des enfants et elle les conservait en fait dans des petits bouts de papier qu'elle mettait dans des bocaux et qu'elle venait après enterrer dans le jardin en fait sous un pommier. Il y a plein de versions, mais nous on a choisi le pommier. Donc elle enterrait en fait les identités des enfants dans le jardin de là où oui, les a retrouvés après la guerre. Etc. Exactement, et elle a essayé après au maximum de rendre l'identité des personnes, mais ça a été très compliqué parce que de toute façon la plupart des familles ont été détruites parce qu'elles ont été déportées. Mais en tout cas, elle avait dans sa tête cette volonté de rendre l'identité aux enfants qu'elle sauvait. Qu'elle plaçait souvent, d'ailleurs vous en avez parlé, qu'elle plaçait en fait chez le père Janus. C'est ça, je sais jamais, je n'ose pas avec les noms polonais, j'ai trop peur. Et est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller à Varsovie ou de voir les enfants? Non, j'adorerais y aller. En fait, moi, mon très très grand regret dans cette aventure, c'est de ne pas avoir rencontré la vraie Irina Sendlerova qui est morte en 2008. Oui. Et franchement, c'est... Mais vous pouvez rencontrer quelques-uns de ces enfants qu'elle a sauvés. Ouais, j'aimerais bien. Aujourd'hui, des personnalités très importantes. Mais non, on n'est pas allé à Varsovie, on espère y aller, très sincèrement, mais on n'y va pas. Non, mais ça peut être intéressant de présenter votre travail à Varsovie, parce que je crois que les Varsoviens pourront être intéressés par ce travail. Il me semble d'ailleurs que les droits ont été rachetés en Pologne. Bon, c'est bien. Ouais. Donc, merci. Je précise parce que c'est important, parce que je viens de voir la page. En fait, là, c'est pour vous montrer la difficulté qu'on a de temps en temps à s'adresser aux enfants. Plus directe et brute sur votre droite que sur votre gauche, où en fait, quand nous on a reçu les premières pages de David, on s'est dit c'est juste pas possible, si on s'adresse à des enfants, on peut pas l'expliquer comme ça. Donc on va revoir la scène, on l'a travaillé énormément, et en fait on a décidé de placer la caméra du coup au niveau des pieds. Ce que vous avez sur votre gauche. Sur la droite, c'est... Sur la droite, c'est un board. C'est le premier board, en fait. C'est censé représenter quoi? Non, c'est la Shoah Tardan. En fait, il y a un moment, Anthony explique les rumeurs qui courent pendant le ghetto. Ouais, ben ça, après, voilà. Après, je lui aventurerai peut-être pas, on n'est peut-être pas trop experts. En tout cas, c'était une volonté d'expliquer qu'ils étaient conscients que les Juifs qui étaient enfermés dans le ghetto, ça finissait mal pour eux, en fait. Et donc, on l'explique un petit peu ici. Non, ce que vous auriez pu raconter, c'est l'histoire de cet homme qui a fui le train qui l'emmenait à Treblinka, qui est sorti de Treblinka, qui est arrivé dans le ghetto, qui a raconté. Non, il n'était pas de Treblinka, de Revno. Il est arrivé et on ne l'a pas cru. Oui, ben voilà. Bon, il y en a aussi un de Treblinka, mais il y en a plusieurs. Là, on l'a expliqué sous forme de rumeur. Oui. Ouais. Bien, bon écoutez, on va y revenir tout de suite. Parce que je voudrais pouvoir parler des trois bandes dessinées avant de donner la parole à la salle. Et donc là, on sort de l'insurrection, du ghetto de Varsovie, encore qu'il y a, dans votre bande dessinée, il y a une allusion très claire au statut à la situation des Juifs dans Varsovie occupée, puisqu'il y a une histoire secondaire, certes, mais qu'une histoire dans le scénario qui raconte une amitié, voire une histoire d'amour entre un Polonais et une Juive qui est du ghetto. Cet album qui s'intitule et à peu près toute la ville a été vidée, 5 à 600 000 personnes ont été envoyées dans des camps et la ville a été détruite. Ça a été le grand drame de Varsovie, la fin. Et ce que nous propose aujourd'hui Gavron et Sova, puisque je dis Gavron, puisque vous avez choisi de mettre votre nom de façon abrégée sous la couverture, c'est une histoire. Donc on a le premier tome là simplement, qui est très très annonciateur, parce que ça nous raconte, on est avant l'insurrection, et ça nous raconte la vie de Polonais dans Varsovie occupée. Et le choix qu'a fait la scénariste, je pense, c'est que en nous présentant la vie quotidienne de ces Polonais qui connaissent les restrictions, il y a de la répression dans les rues, etc., mais qui vivent chez eux, ils ont choisi toute une série d'histoires
qu'on peut caractériser comme disons des romances. Il y en a une ou deux qui se croisent, histoires d'amour passées ou présentes, qui font qu'à travers ces personnages, on découvre en fait les enjeux de la situation de Varsovie à ce moment-là, puisque vous avez par exemple une histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune femme, et qui, lui, il s'en fout. Il dit, moi, ça ne m'intéresse pas tout ce qui se passe, il ne s'intéresse qu'à lui, tout ce qui se passe, ce n'est pas son problème. Et justement, sa future femme, la jeune fille, lui commence à lui dire, mais quand même, et surtout que son frère a été... Je crois que c'est un dessin qui est complètement différent des deux précédents, avec un appel ou en noir et blanc, qui montre qu'on passe dans un autre univers. Tout ça nous crée effectivement on sent l'oppression de la famille et comment ça se passe. Avec cette... bon, cette évidence qui apparaît tout de suite et qui fait que moi j'ai quand même été touché par le fait que on sent comment les Polonais vivent ou ne vivent pas, enfin, leur relation avec ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe avec les Juifs, ce qui se passe avec les Allemands. Et tout ça fait qu'il y a ce livre, finalement on attend avec impatience la suite. Mais il y a une densité dans le récit qui est quand même assez forte. Par exemple, si on compare, je ne veux pas du tout le comparer pour bien ou contre, mais vous avez une histoire qui est relativement simple, si vous voulez, dans le deuxième, tandis que là on a une histoire qui est apparemment aussi simple, mais qui est quand même beaucoup plus dense, avec beaucoup plus de récits, de personnages qui évoluent, etc. Donc, peut-être que vous pourrez commencer par nous dire pourquoi d'abord vous avez fait cette bande dessinée. Et est-ce que, bon, je suppose qu'elle est sortie en Pologne également. Bon, et donc vous l'avez faite d'abord pour un public polonais, ou est-ce que vous l'avez fait comment vous avez fait? Je travaille déjà sur la mémoire, parce que j'ai commencé mon travail d'auteur de bande dessinée en scénarisant Marzi. Marzi, c'est une série autobiographique où je raconte mon enfance. Ah oui, c'est vous qui avez fait Marzi. D'accord. Oui, où je raconte mon enfance sous le régime communiste. Très bonne bande dessinée que je vous recommande. Qui effectivement raconte une histoire assez dure, mais en même temps, il y a beaucoup d'humour là-dedans. Je pense que c'était travailler sur l'insurrection de Varsovie, c'était un peu dans la suite logique de mon travail d'auteur. Surtout que très rapidement, j'ai été étiquetée auteure polonaise. Mais c'est vrai que je n'ai pas du tout imaginé travailler sur ce projet-là. Et tout a commencé quand j'ai reçu une lettre, par la poste, une vraie lettre, d'un auteur de bande dessinée belge qui aurait aimé que je lui écrive une histoire d'amour qui se passe en Pologne. J'ai rencontré cet homme, on a eu une longue discussion et il se trouve qu'il était passionné par l'insurrection de Varsovie. Donc moi je suis entrée à la maison et je me suis dit, mince, déjà je travaille sur le communisme, est-ce que j'ai encore envie de raconter quelque chose de très dur, très plombant, parce que ce n'est pas une histoire très sereine, l'insurrection de Varsovie. Et j'avais envie vraiment un peu peut-être de sortir justement de cette case, la Pologne. Et en fait, je me suis rappelée justement de toutes j'habitais à Bruxelles à ce moment-là, quand j'ai vu cet homme. Je me suis rappelée des cours d'histoire ou des cours de la langue polonaise où on parlait de l'insurrection de Varsovie. Et surtout, des choses qu'on ne disait même pas, que j'ai appris beaucoup plus tard, parce que c'était un événement qui était assez caché, qu'on ne communiquait pas du tout là-dessus, à cause de la propagande.